juste comme ça. Allez-y. Merci. Bonjour, bonsoir. Comme vous le constatez, je pense qu'on a un petit sujet d'organisation parce qu'à mon avis, certaines autres personnes de la conférence n'ont pas dû voir qu'elle était maintenue. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire la conférence rénovation énergétique ensemble. Comme ça, on a un plus petit public et un plus petit panel. Mais j'essaierai de vous faire d'abord une présentation de la manière de faire une rénovation énergétique, de ce que peut apporter Île-de-France Énergie. Donc nous sommes une société publique qui appartient à la région Île-de-France et qui assurons tous les programmes de rénovation énergétique pour les copropriétés de taille un petit peu importante, au-delà de 50 logements. Et puis pour les autres, je répondrai quand même à vos questions. Et ce que je propose de faire, c'est de vous parler pendant peut-être 10-15 minutes de ce que l'on fait de rénovation énergétique et ensuite de répondre à vos questions. Comme on est peu nombreux, n'hésitez pas à vous rapprocher. Et je vais démarrer. Donc, un mot rapide sur la rénovation énergétique. Je pense que vous le savez, la rénovation énergétique, c'est devenu un enjeu absolument majeur. C'est assez amusant de voir que les gens qui viennent nous voir pour faire des rénovations énergétiques viennent pour des raisons différentes. Certains viennent nous voir que des questions d'immobilier, qui nous disent j'ai besoin d'investir dans la rénovation énergétique parce que mon bien risque de perdre de la valeur et j'estime qu'il faut absolument faire une rénovation énergétique pour qu'il reprenne de la valeur. D'autres nous disent j'ai un ravalement à faire et là c'est le moment de faire une isolation par l'extérieur. Ravalement à faire parce que ça commence à vieillir un petit peu, à avoir des fissures, etc. Certains nous disent il faut que le bâtiment soit plus beau et donc on va en profiter pour faire l'énergie. D'autres viennent nous voir pour faire des économies d'énergie, des économies de facture. Et puis d'autres viennent nous voir parce qu'ils nous disent on a froid dans les logements ou on a trop chaud. De plus en plus souvent on vient nous voir en disant on a trop chaud dans nos logements l'été ou l'hiver parce que c'est mal régulé et on souhaite faire une rénovation énergétique. Et j'ai oublié de dire quand même une rénovation, un sujet qui concerne tout le monde pour des questions d'environnement et d'économie de gaz à effet de serre. Donc pour toutes ces raisons, il y a de forts besoins de rénovation énergétique, sauf qu'en copropriété, vous le savez, c'est un petit peu compliqué. Excusez-moi, monsieur au téléphone. Monsieur au téléphone. Excusez-moi, monsieur, vous êtes dans une conférence, ça me gêne un petit peu. Ben oui, vous téléphonez au premier rang et du coup, c'est un peu limite. Merci. Excusez-moi. Sinon, vous pouvez raccrocher et vous asseoir. Non, vous êtes sûr? Ok. Bon, je reprends. Besoin de faire des rénovations énergétiques de manière importante, mais vous le savez, en copropriété, c'est un petit peu compliqué. Mener des projets collectifs, c'est compliqué parce que, vous le savez, on n'est pas toujours d'accord avec ses voisins, et puis c'est pas toujours la bonne étape de vie. Certains vont dire c'est le bon moment pour moi maintenant parce que dans mon âge, avec mon temps disponible, avec mes revenus, avec mes priorités personnelles, j'ai envie de le faire maintenant, et puis mes voisins, pas forcément. Or, il faut arriver à se mettre d'accord parce que c'est le même bâtiment pour tout le monde. Donc, pour essayer de répondre à toutes ces difficultés, eh bien, la région Île-de-France a décidé de créer une société, qui est une société qui va proposer des prestations, mais qui appartient à la région Île-de-France, très majoritairement, et puis un peu plus minoritairement à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts, au département du Val-de-Marne, et puis à d'autres communes et groupements de communes que je ne vais pas vous lister. Mais donc, nous sommes une société publique, mais qui propose des prestations à des acteurs privés que vous êtes. Et le but, c'est d'essayer de vous faire un guichet unique, une solution clé en main où on vous apporte à la fois tout ce qu'il vous faut et tout ce qui vous risque de vous bloquer dans votre projet de rénovation énergétique pour rendre simple un projet de rénovation énergétique qui serait par nature complexe. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un projet de rénovation énergétique en termes de compétences? Il vous faudra un architecte. On a plusieurs architectes salariés chez nous qui vont vous apporter toute la solution architecturale. Il faut un bureau d'études thermiques et fluides. On a des ingénieurs thermiques et fluides chez nous. Il vous faut de l'ingénierie financière, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Qu'est-ce que ça va être l'ingénierie financière? Je le décrirai un peu mieux après. Mais c'est d'une part aller chercher toutes les subventions, mais ça va être aussi vous faire des simulations pour vous faire comprendre qu'au-delà de la quote-part, eh bien il faut regarder la quote-part moins les subventions, transformer en un prêt sur une certaine durée et voir si une fois qu'on a transformé en un prêt, c'est un impact sur votre trésorerie mensuelle qui est acceptable ou pas. Et puis, dernier aspect, il faut aussi des solutions de prêt. Donc, on vous propose nous-mêmes les prêts, soit des prêts collectifs, c'est-à-dire un prêt à la copropriété auquel tous les copropriétaires auront droit, soit des avances d'aide, enfin souvent les deux d'ailleurs. C'est-à-dire que parfois on a droit à des subventions qui arrivent à la fin, on peut aussi les avancer pour vous faciliter le financement. Donc le but c'est d'avoir une solution clé en main, tout en un, pour la rénovation énergétique qui soit à la fois technique et financière, et puis esthétique avec l'architecte. Donc
notre principe, hein, vous l'avez vu, c'est jamais séparer architecture, thermique fluide, enfin énergie, financier, et puis vous avez toujours un interlocuteur dédié qui vous accompagne, qui est spécialiste de la rénovation énergétique en copropriété. On va toujours commencer, ou souvent commencer les projets par des audits. Un audit qui va permettre de regarder un petit peu la situation de votre copropriété, voir où vous en êtes en termes de besoins de rénovation énergétique. Alors souvent, ils ont déjà été faits, ces audits. Donc nous, on en fait parfois, mais ce qu'on fait le plus souvent, c'est de commencer directement en conception. Qu'est-ce qu'une conception? Ça va être, du côté de l'architecte, dessiner la solution technique en accord avec la copropriété. Donc, commencer à proposer des solutions esthétiques qui vous séduisent et des solutions techniques qui soient optimum, des solutions techniques qui permettent d'économiser le plus d'énergie possible. Et puis des solutions qui permettent d'être optimum du point de vue financier, c'est-à-dire la solution la plus séduisante pour vous, en termes d'esthétique et d'économie d'énergie, et la solution qui soit finançable quand même, donc qui aille chercher beaucoup de subventions et qui soit finançable par les copropriétaires. Et puis une fois que ce programme de travaux, cette conception est terminée, on est autour d'un an à peu près pour ça. Un audit, c'est à peu près 4 mois, mais comme je vous ai dit, parfois on peut s'en passer. Une conception, c'est à peu près 1 an. Et après, vote des travaux avec en général un vote de prêt, ici, qui va permettre ensuite de réaliser le chantier. Donc le chantier, on va être autour d'un an. Alors, je dis autour d'un an, ça dépend évidemment de la situation de chacun ici. Mais nous, pour l'instant, les chantiers sur lesquels on est autour d'un an. C'est toujours à peu près clair. Donc, très rapidement, à quoi servent les différentes interventions? Je vous ai dit obtenir toutes les subventions, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie financière notamment. Concevoir le projet architectural qui vous convient, donc le plus beau possible, sans se faire rêver. Ça ne sert à rien de faire un projet magnifique sur papier que votre copropriété ne pourra pas se payer. Il faut faire le projet le plus beau possible qui corresponde à vos attentes et capacités financières. Et puis, pas pour que l'architecte se fasse plaisir, pour que ça corresponde à ce que vous pas en tant qu'individu, mais en tant que collectif, syndicat de copropriétaires, attendez. Définir toutes les solutions énergétiques les plus utiles, les plus efficaces, les plus adaptées à votre cas, et simuler les quotes-parts et le reste à charge. C'est très important, là, maintenant, on a 6 ans d'expérience, on ne fait que de la copropriété, donc on connaît bien la manière dont ça fonctionne en copro. On sait très bien que si on annonce que la quote-part, ça peut faire un petit peu peur, c'est des gros projets d'investissement. Sauf que la quote-part, il faut toujours retirer les subventions auxquelles on a le droit. Et puis une fois qu'on a retiré les subventions, il faut regarder ce que ça donne une fois transformé en un prêt. Comme je vous ai dit, on propose nous-mêmes le prêt, donc on est certain que vous y aurez droit. Et une fois qu'on a regardé ce que ça donne en prêt, on peut voir ce que ça donne en retirant les économies d'énergie, quel est l'impact sur vos finances mensuelles. Et c'est ça qui compte le plus, parce que c'est ça qui vous permet de savoir si, je ne sais pas moi, 57 € par mois, vous êtes capable de le payer. Je dis une somme au hasard évidemment, ça dépend de vos projets, mais c'est ça qui vous dira si vous êtes capable de le payer, si vous avez la marge de manœuvre ou pas. Donc c'est très important de faire cette pédagogie auprès de tous les copropriétaires. Donc on envoie systématiquement à tous les copropriétaires, à peu près 3 semaines avant l'AG de vote de travaux, un plan de financement individuel avec la quote-part de ce ménage-là, avec les subventions à laquelle ce ménage a droit, et ce que ça donnerait transformé en un prêt. Pour qu'une fois qu'on est en AG, tout le monde vote en sachant exactement ce qu'il en est de sa capacité à payer ça. Ce qui fait qu'on n'a jamais de vote négatif, en tout cas c'est jamais arrivé jusqu'ici, de vote négatif d'un programme de travaux. Le but de vous accompagner, de vous aider à emmener la copropriété avec vous. En général, quand on monte un projet, c'est parce qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui ont envie de porter ce projet dans la copropriété, que la copropriété n'est pas forcément opposée, mais pas toujours très favorable. Donc vous aidez à la faire adhérer avec ce qu'on appelle de la communication, en faisant parfois des réunions avec le conseil syndical ou la commission travaux, et parfois des réunions avec toute la copropriété, pas seulement en AG. On organise en général sur une conception 2 réunions plénières, on fait venir tout le monde, et on explique à tout le monde exactement ce qu'il en est, en parlant architecture, donc esthétique du bâtiment, solutions techniques et finances, toujours dans cet ordre en plus. On fait aussi attention, quand il y a beaucoup de copropriétaires bailleurs, à faire des réunions par Internet pour les associer, parce que sinon les copropriétaires bailleurs, ils arrivent en AG en disant « mais moi, je n'ai pas été associé à ce projet, j'habite loin, je n'ai pas pu venir ». Donc, on a des moyens adaptés pour qu'eux ne soient pas mis de côté. Et puis, évidemment, comme je vous ai dit, vous apportez des solutions de prêt pour pouvoir financer et que tout le monde puisse le financer. Juste un mot sur cette question de prêt. Il s'agit le prêt qu'on propose, nous, Île-de-France Énergie, c'est un prêt collectif, donc c'est la copropriété qui souscrit au prêt, à adhésion individuelle. Donc chacun peut décider d'y souscrire ou pas. Donc certains peuvent dire, moi je veux 100% de ma quote-part en prêt,
D'autres vont dire je veux 0, je me débrouille. Et puis d'autres vont dire je veux entre les deux. On demande un montant. Il n'y a pas de solidarité entre les copropriétaires, c'est-à-dire que s'il y en a un qui ne rembourse pas correctement, ce n'est pas son problème, ce n'est pas le problème des autres copropriétaires. Il y a ce qu'on appelle une caution, une forme d'assurance qui va rembourser la quote-part du mauvais payeur. Et l'avantage de ce type de prêt, c'est qu'on a 0 critère d'âge. Donc tous les copropriétaires, qu'ils aient 20 ans ou 99 ans, auront droit au prêt. Il n'y a pas de critère d'état de santé. Et il n'y a même pas de critère de niveau de revenu, donc pas d'analyse de la capacité de remboursement du ménage jusqu'à 21 000 euros. Donc c'est quand même des belles quotes-parts. Donc ça veut dire qu'on peut prêter pratiquement à tout le monde et s'assurer que tout le monde soit capable de financer le programme de travaux. Les seuls critères quand même qu'il y a, c'est de ne pas être interdit bancaire et d'être à jour de ses charges courantes de copropriété. Parce que quelqu'un qui ne paye pas correctement ses charges de copropriété risque de ne pas être un bon rembourseur de prêt. Et ça nous permet de faire un taux qui est relativement bas. En général, c'est sur 15 ans. Si une copropriété un jour nous dit « moi c'est sur un prêt de 20 ans que je veux », on pourra proposer un prêt sur 20 ans ou éventuellement sur des durées plus courtes. Et 1,9%, ça inclut tout, y compris l'assurance dont j'ai parlé, la caution. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on travaille qu'en copropriété. Nous avons déjà travaillé pour 58 copropriétés, ce qui fait 7500 logements. Et parmi elles, 3100 ont déjà voté des travaux plutôt ambitieux. On est en moyenne à 50%, 48% d'économie d'énergie. Et ça a bénéficié à tout type de ménage, parce que souvent, vous savez qu'il y a des aides beaucoup plus importantes pour les ménages à revenus bas, à revenus modestes ou très modestes. Eh bien, dans nos bénéficiaires, on a à peu près un quart, ou 22% exactement, de ménages à revenus modestes et très modestes. Donc ça veut dire que ce qu'on propose bénéficie à ceux qui ont des bas revenus, à ceux qui ont des revenus moyens et à ceux qui ont des revenus élevés. Ça fonctionne à peu près pour tout le monde. Et avant de passer à une phase de questions, je vais lancer une vidéo d'un projet qu'on livre ce mois. Je montre celle-ci parce qu'on l'a faite avec l'entreprise Socateb et je la montre d'abord parce qu'on a fait une vidéo drone et qu'on n'a pas toujours des jolies vidéos drone pour montrer un beau projet de rénovation énergétique. Et ensuite parce que la semaine dernière, on a gagné le prix de la meilleure finition sur cette copropriété. Donc on en est évidemment très content. C'était quelque chose d'assez classique, donc assez grosse copropriété, 216 logements. Et qui était vieillissante. Elle était jolie en 1960 quand elle a été construite. Aujourd'hui, elle était moins séduisante. Et l'envie des copropriétaires, c'était d'avoir un bâtiment qui soit plus joli, et plus joli notamment par rapport aux immeubles d'à côté, et qui soit bien isolé. Donc voilà ce que ça peut donner. Je vais laisser tourner cette vidéo. Et peut-être, avant de vous proposer de poser des questions, si vous voulez me dire si vous-même, vous êtes au conseil syndical, est-ce que vous voulez lever la main, les membres de conseil syndical? Une petite moitié. Ceux qui ont un projet de rénovation énergétique? Un tiers. Et les autres, pourquoi vous êtes venus? Le sujet vous intéresse. Bon, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions en collectif. Et puis, de toute façon, je resterai après, si vous voulez aussi qu'on aille un peu plus dans le détail de vos projets individuels. Mais n'hésitez pas à poser d'abord vos questions collectives. J'ai été un petit peu rapide parce que moi, on m'a demandé de venir faire une conférence où on devait être 3. Et pour une raison que j'ignore, je suis tout seul. Ouais, c'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la rénovation énergétique en général ou ce qu'on propose? Est-ce que vous conseillez aussi des entreprises pour effectuer la rénovation? Alors, nous sommes maîtres d'œuvre, donc je ne suis pas rentré dans le détail, mais en gros, les différentes étapes d'une conception, comme je vous l'ai dit, où on ne sépare jamais l'architectural du technique et du financier. Première étape, on fait un diagnostic. Donc s'il y a eu un audit qui tient la route, le diagnostic, c'est quelques jours de travail, c'est 2-3 jours. S'il n'y en a pas eu, c'est long. Deuxième étape, on va faire un avant-projet. Donc on va commencer à dessiner les différentes solutions, dessiner architecturalement, choisir les solutions et éventuellement vous proposer plusieurs scénarios qui vont vous permettre de choisir le scénario de travaux que vous voulez mettre en œuvre. Et ensuite, on va commencer à dessiner, faire tous les détails et faire la mise en concurrence des entreprises. Donc c'est nous qui faisons les consultations des entreprises, soit à partir de la liste des entreprises avec laquelle on travaille et qui ont montré des bonnes qualités en chantier, soit à partir de la liste que vous nous proposez, souvent à partir d'un mélange des deux. Donc on fait cette mise en concurrence. On organise aussi les auditions, c'est-à-dire que les entreprises viennent dans nos locaux, les membres du conseil syndical
quelques représentants sont invités à y participer. Et on va taquiner les entreprises pour essayer de vérifier que la solution technique qu'ils nous proposent soit parfaitement en phase avec ce qui était décrit dans notre document de consultation. S'il y a un petit décalage, de vérifier pourquoi et si leur solution technique est aussi bonne. Donc vérifier si la qualité technique est au rendez-vous, si on peut négocier le prix le plus possible pour avoir ce qu'on appelle la meilleure, l'offre la mieux disante, donc le plus bas prix pour un bon niveau de qualité. Donc oui, on fait cette mise en concurrence et puis ensuite on vous fait un rapport d'analyse des offres qui va vous permettre de choisir. Donc nous, on fera une recommandation, mais derrière, c'est de toute façon l'Assemblée générale de travaux qui choisit. L'Assemblée générale de vote des travaux qui choisira. Il y a le monsieur au fond, puis on reviendra. Monsieur, comment le micro? Oui, allez-y. Bon, je suis gérant d'une SCI, je ne suis pas un syndicat de copropriété, une SCI d'attribution. Ouais. Bon, c'est un immeuble en province qui a 119 lots. Ouais. C'est un immeuble dont le renouvellement date entre 15 et 20 ans. Ouais. Donc on pense la toiture a déjà été isolée. Mais bon, maintenant, il faudrait passer à l'isolation par l'extérieur. Ouais. Notre gros point noir, c'est qu'on a découvert que les subventions d'État n'étaient pas les mêmes en syndicat de copro par rapport au SCI d'attribution. Donc pour nous, c'est un frein forcément actuel, quoi. Donc je ne sais pas si vous avez des nouvelles là-dessus. Ça dépend. Alors SCI d'attribution ou SCI classique, ça ne change rien. Non, le fait d'être SCI, qu'il soit d'attribution ou pas, ça c'est juste une question de fléchage des lots. Par contre, SCI ou particulier, ça change. Il y a plusieurs subventions qui sont parfaitement indépendantes de ça. La principale subvention aujourd'hui, c'est les certificats d'économie d'énergie. Celle-ci, elle bénéficie au syndicat de copropriétaires. Donc, dès lors que c'est au syndicat, le statut en aval des personnes, est-ce que c'est des personnes physiques, des personnes morales, peu importe. Ça vous revient proportionnellement à vos tantièmes. Donc, plusieurs subventions sont indépendantes de ça. Certaines, celles qu'on appelle le crédit d'impôt de transition énergétique, effectivement, étaient pour les personnes physiques, sauf que celle-ci, de toute façon, s'arrête dans un mois et demi. Donc c'était trop tard pour que vous l'ayez. Donc globalement, ça peut fonctionner. Après, il faut voir aussi si vous êtes une SCI transparente ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une fiscalité de personne physique ou une fiscalité de personne morale? C'est une personne morale. Hein. Parce que les SCI peuvent être avoir des fiscalités de personnes physiques. Donc si c'est en tant que personne morale, certes, vous allez avoir des subventions que vous ne pourrez pas avoir, mais il y a aussi des choses, si vous payez l'impôt sur les sociétés, par exemple, en tant que personne morale. Non, on ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Hein. D'accord. Est-ce que vous payez l'impôt sur le revenu au titre sur le revenu, personnellement, oui. Mais bon, on rentrera peut-être plus dans le détail après en parallèle, mais en gros, vous êtes propriétaire occupant ou bailleur à ce titre-là? Comment? Est-ce qu'il y a des locataires, il y a des revenus qui sont générés? Ah bah, oui, il y a un tiers, en gros 40 logements sur 120 qui sont des bailleurs. Ouais. Bon, on pourra en parler, mais il y a des solutions financières qui sont un peu plus techniques. On verra après. Mais bon, il y a des solutions qui fonctionnent aussi. Oui, je reviens. On a un projet de rénovation, enfin de ravalement de 3 bâtiments. On veut faire l'audit, donc complet, y compris thermique. On n'est pas sûr qu'on puisse effectuer des travaux qui vont entraîner des économies d'énergie. Pourquoi? Parce que peut-être que la qualité de la construction est suffisamment bonne pour que... Non, il a 20 ans, le bâtiment a 20 ans, mais c'est une réfection Le bâtiment d'un ancien bâtiment. Oui, mais c'est un ancien bâtiment qui a été refait complètement. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, il y aura des capacités d'amélioration. Dans ce cas-là, si l'audit thermique détermine qu'il n'y a pas grand-chose à faire, est-ce que vous intervenez quand même ou pas? Alors, s'il n'y a rien à faire, on ne sert à rien. Non, enfin pour la partie ravalement. Non, on ne s'occupe de travaux que s'il y a des économies d'énergie potentielles, s'il y a des envies de faire des économies d'énergie. Je m'en doutais. Il est arrivé qu'on intervienne à un moment où le conseil syndical vient nous dire certains veulent faire des travaux avec économie d'énergie, d'autres pas. Donc il y aura plusieurs scénarios. Dans ce cas-là, on y va. Mais il faut être franc. Nous, on a derrière la tête l'idée de faire des économies d'énergie. On est créé pour ça et on a envie que ça arrive. Mais on a déjà accepté de faire une conception où ils avaient 2 scénarios avec ou sans isolation par l'extérieur. En espérant, nous, qui voterons que la copropriété votera le scénario avec isolation. Mais ceux qui décident, ce n'est pas nous, c'est la copropriété. Merci. Quel est le coût de votre intervention? Alors, il dépend du problème de travaux, de la taille de la copropriété, de pas mal de choses. En gros, c'est le coût d'un maître d'œuvre et d'un architecte. Si on reprend maître d'œuvre, bureau d'études thermiques fluides et ingénierie financière, on ressemble à peu près au coût additionné des 3 en un peu plus bas.
C'est-à-dire, si vous aviez pris séparément un architecte, un bureau d'études et un ingénieur thermique et fluide, on est un peu moins cher que ce qui se fait en général si vous les prenez tous les trois séparément, parce que le fait de grouper, en gros, quand on fait une réunion, on n'a pas besoin de venir toujours à trois, donc on y gagne un petit peu. Et l'autre chose, c'est qu'on n'intervient que pour des copropriétés de taille un petit peu importante, au-delà de 50 logements, parce que comme chaque fois qu'il y a un projet, on mobilise trois personnes, pas à chaque réunion, mais on mobilise 3 personnes, ça peut faire des frais fixes qui, sur un bâtiment de 20 logements, ne vont pas s'amortir. Donc sur des bâtiments un petit peu plus gros, les prix sont assez bons. Sur les bâtiments petits, nos prix étaient un peu élevés. Quelle taille à peu près chez vous? Une vingtaine. Une vingtaine. Je pourrais vous donner... Vous êtes dans quel territoire, à quel endroit? 15e. 15e. Il faut passer par Ecorénovons, l'agence parisienne du climat. C'est eux qui pourront vous accompagner. Oui, moi j'ai une réponse à la question. Nous, on est 21 logements. Donc, mais bon, simplement une question formelle. Quand vous parlez d'audit, etc., c'est quoi? C'est un DTG? C'est un audit? C'est un DPE? C'est Alors, autre chose? Un audit, c'est un audit énergétique, ça inclut un DPE, mais on ne fait jamais un audit énergétique seul. On fait toujours en même temps l'audit architectural. On regarde dans quelle situation est le bien, est-ce qu'il est en train de se dégrader, dans quel potentiel pour son amélioration patrimoniale, parce que le but c'est quand même de gérer un patrimoine. Et puis on fait aussi une analyse financière en même temps. Donc oui, il y a du DPE, il y a de l'analyse énergétique, mais on groupe l'énergétique. C'est plutôt un DTG alors? Si on veut, on propose des DTG en fait. C'est soit des audits, soit des DTG. C'est un peu la. Non, parce que les subventions sont un peu plus ou moins liées au fait que c'est DTG ou pas. Alors non, il y a des subventions audit aujourd'hui. Il n'y a pas de subvention DTG encore. Après, il suffit de mettre un calcul énergétique dans le DTG et ça passe. Le grand le grand prêtre qui organisait la conférence. C'était bien ici. Ah, donc je me suis pas trompé. D'accord. Bon, ben, du coup, j'ai... Est-ce qu'on peut continuer à prendre des questions pendant que M. Fauchard s'installe? Ou est-ce que si certains ont des questions sur leur cas spécifique, n'hésitez pas. Hein. Eh bien, écoutez, si... Ah, oui, monsieur? La majorité des copropriétés sont de petites copropriétés. Ouais, rapprochez. Je pense qu'il est ouvert, mais il faut le mettre très près de la bouche. Oui, de petites copropriétés. Qu'est-ce qui existe comme aide ou comme élément? J'entends pas les touches, désolé. D'accord. La majorité des copropriétés sont de petites copropriétés. Qu'est-ce qui existe actuellement qui leur soit destiné? Ce qui existe pour accompagner, ça va être les agences locales de l'énergie qui peuvent vous apporter un conseil gratuit sur l'énergie et votre syndic. C'est ça les deux sources de connaissances que vous avez à votre disposition. Si vous me dites dans quel... Alors votre syndic, vous le savez mieux que moi, et l'agence locale de l'énergie, si vous me dites dans quel territoire vous êtes. D'accord. Alors, tu as parlé de tout l'accompagnement du projet, déjà? Alors moi, j'ai donné notre version de comment se passe un projet de rénovation énergétique. Toi, tu avais peut-être une autre approche ou des choses complémentaires sur une entrée plus syndic? Alors, moi, je suis syndic FNIM, et puis on a lancé un programme qui s'appelle Coproverte. Donc, on a un stand, vous verrez. Et ce qui est important, c'est la formation. Et donc, la formation des syndics d'un côté, mais aussi la formation des copropriétaires. Et donc, ce système de Coproverte est un programme de formation direct aussi pour les copropriétaires. Alors, je vous invite à aller sur le stand. Et d'ailleurs, il y aura un site internet qui va être lancé dès demain, qui s'appelle Coproverte, au pluriel, tout simplement. Mais vous pourrez passer... Ce qui est important pour nous, en termes de syndic, c'est que autant le syndic et les copropriétaires et les conseils syndicaux soient formés sur le sujet, pour qu'ils puissent parler ensemble et s'engager pour faire les travaux. Alors tous les accompagnements que Raphaël vous a décrits
c'est très très bien. Et en même temps, c'est vrai que derrière, ça se passe dans une assemblée générale, vous le savez. Et donc, il faut qu'il y ait une majorité qui se dégage et pour, je dirais, s'engager. Et donc, s'engager, c'est s'engager ensemble. Et donc, on a eu beaucoup de, je dirais, de discours où chacun était de son côté, syndic, et puis donc les professionnels d'un côté, et puis les copropriétaires de l'autre. Nous, ce qu'on tient, c'est vraiment à rassembler les gens et pour vraiment travailler ensemble. Donc, il faut que chacun soit formé, et même les copropriétaires, pour, je dirais, acquérir les discours des professionnels sur l'ingénierie financière, sur l'ingénierie du bâtiment, qui sont parfois assez ardus à comprendre. Et pour faire je dirais, comprendre toutes les aides, c'est vraiment un travail ensemble. Donc on est à votre disposition et s'il y a des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Vous êtes bien sages, on sent la fin de la journée, c'est fatigant, un salon aussi. Hein. On a eu pas mal de questions déjà. Non, est-ce que... Oui. Est-ce que vous sauriez nous énumérer quel type de subvention on pourrait obtenir? Alors, vous avez parlé des CE, le CITE apparemment ça se termine, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Principalement, c'est quoi les... Alors, je dirais que les principales aides globales, c'est le CITE qui va être transformé en prime dès l'année prochaine. Et donc avec des possibilités d'échelle suivant les revenus. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Au niveau financier, on a le prêt à taux zéro qui est valable pour tout le monde, mais il va falloir que les banquiers se réveillent un petit peu. Et puis après, vraiment, là, c'est les subventions directement locales qui sont différentes d'une région à une autre. Et donc là, Raphaël est bien placé pour parler de la région Île-de-France. Alors en région Île-de-France, il n'y en a plus à l'échelle de la région, mais il y a aussi les certificats d'économie d'énergie, qu'il ne faut pas oublier, qui sont maintenant assez gros. Alors si on peut se permettre, Raphaël, une petite réflexion aussi là-dessus. Alors je dirais se méfier. En tout cas, tous ceux qui travaillent avec des choses à 1 euro, vous voyez, hein, isolation à 1 euro et tout, faire très attention et regarder parce qu'on doit tous travailler en toute transparence, qu'on soit une entreprise d'isolation ou une autre. Et donc, moi, je me méfie en tout cas. Je pose des questions quand on me vend quelque chose à 1 euro. Derrière, il faut qu'il y ait une compétence et il faut qu'il y ait une transparence de ce qui est donné, parce que la plupart du temps, c'est justement financé par les certificats d'économie d'énergie. Et là, il faut vraiment poser des questions, et les bonnes questions. Et même sur, je dirais, ce salon, il faut poser les questions. Donc en subvention, Benoît l'a dit, donc crédit d'impôt qui devient MaPrimeRénov', c'est son nom. On a les certificats d'économie d'énergie qui, eux, vont bénéficier aux syndicats de copropriétaires, pas aux ménages en particulier, mais aux syndicats, et donc indirectement à chacun proportionnellement à ses tantièmes. On a des aides de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, qui va apporter des aides aux copropriétaires qui sont en dessous d'un certain niveau de revenus, donc qui sont à revenus dits modestes ou très modestes. En gros, ça concerne une petite moitié de la population. Et on a parfois des aides de l'ANA au niveau du syndicat de copropriétaires. Là, c'est pour les copropriétés qui ne vont pas très bien, qui ont des taux d'impayés un petit peu élevés. Si sur l'année, 2 ans avant votre vote de travaux, vous avez 8 à 15% d'impayés et vous faites un programme de travaux global, vous pouvez avoir une aide de l'ANA à l'échelle du syndicat de copropriétaires. Donc ça, c'est les aides de droit commun qui existent à l'échelle nationale. Et après, comme disait Benoît, il y en a parfois à l'échelle locale. Alors c'est vrai que, Raphaël, tu as rajouté, oui, c'est vrai que les aides, c'est à partir de 8% d'impayés. Bon, c'est pas pour dire qu'il faudrait empêcher certains de payer les appels de fonds, mais c'est vrai que c'est un taux qui est assez bas, en fait, et qu'il y a beaucoup, finalement, de copropriétés qui sont éligibles à des aides de l'ANA. Donc voilà les principales aides. Et après, il faut vraiment... Vous êtes sur Paris ? Val-de-Marne. Oui, c'est pas loin de Paris, ça. Ouais. C'est dans la... Mais il n'y a pas d'autre. Sauf, mais c'est pratiquement terminé. À Choisy-le-Roi, il y avait un programme avec de grosses subventions, mais n'est pas choisi. En tout cas, il faut vraiment se renseigner auprès des ALEC et ADIL locales, parce que c'est vrai qu'il y a des villes, des fois des EPCI, qui donnent des aides spécifiques
pour, par exemple, lancer les audits ou même des aides sur les travaux. Et donc, il faut vraiment se renseigner parce qu'il n'y a pas une seule ville, une seule région qui donne les mêmes aides. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez compliqué. Je voulais savoir, au niveau, là, à l'heure actuelle, on est sur la RT 2012. Qu'est-ce qui est prévu sur la RT 2020 dans les années à venir? La question concerne le bâtiment neuf. Ah oui, alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre honnêtement. Sur les réglementations thermiques, nous, ce qu'on sait, c'est que sur la RT 2020, donc qui va être lancée bientôt d'ailleurs, avec une progressivité, si j'ai bien compris. D'ailleurs, elle s'appelle responsable, bâtiment responsable, c'était son premier nom, RBR. Honnêtement, nous, on récupère, c'est bien. Je ne suis pas constructeur, moi, donc je ne suis pas habilité à vous parler des réglementations thermiques. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est le déséquilibre qu'il peut y avoir au niveau de la valorisation par rapport aux bâtiments existants. Et qu'à chaque fois qu'une nouvelle réglementation thermique arrive, on a intérêt à équilibrer les choses sur les bâtiments précédents. Et donc, je dirais qu'on n'est pas dans l'obsolescence, mais les bâtiments qui n'ont aucune réglementation thermique, qui datent des années 70, là, on n'a jamais eu, je dirais, de cavalerie aussi importante de réglementation thermique 2015-2010 sur les bâtiments pratiquement à aucune consommation. Il y a des consommations positives. Donc c'est un peu compliqué de parler de rénovation. D'ailleurs, on n'arrivera jamais dans un bâtiment existant à aller sur une RT 2020 parce on pourra travailler sur l'enveloppe, on pourra travailler sur l'interne, mais pas au niveau des interfaces. Donc c'est vrai que, en tout cas, ça crée une nouvelle norme qui définit beaucoup de travaux et qui va aider aussi à progresser au niveau des matériaux, notamment. Et je pense à tous les industriels français et des grands noms d'entreprises. On peut citer quand même Saint-Gobain, mais en tout cas, ça crée une facilité de nouveaux matériaux pour le bâtiment existant. Moi, c'est ce que je vois surtout, c'est que les réglementations peuvent être difficiles et hautes. Et d'ailleurs, on a un certain retard sur les réglementations thermiques qui sont dans les pays nordiques, par exemple. Et donc, ça nous fait avancer aussi dans la rénovation d'existants et de travailler aussi dans les milieux occupés, puisque nous, on ne peut pas mettre les gens dehors pour une copropriété. Et donc, on a des gains là-dessus. Donc, ça, c'est important. On récupère aussi, parce que j'ai l'habitude de dire que pour nous, syndic, il n'y a pas de bâtiment neuf, on n'a que de l'existant. Et donc, le jour où il est neuf, il bascule dans l'exploitation, et il bascule dans la gestion, il bascule dans la copropriété, il bascule dans la transaction. Et donc, il est déjà ancien par la terminologie. Je discutais avec un maire tout à l'heure, il me disait oui, mais non, parce qu'il faut qu'il ait 10 ans pour être ancien. Non, nous, il est existant, et donc il passe dans la législation d'existant sur tous les sujets. Mais ce qui est important, c'est la valorisation des immeubles, et donc ça dégrade automatiquement les réglementations thermiques. Quand ils arrivent, elles dégradent la valorisation des bâtiments existants s'il n'y a pas une rénovation. C'est pour ça que c'est important. En termes de rénovation, on a l'habitude de dire, parce qu'il y a 10 ans qu'on a commencé avec Raphaël dans le plan bâtiment durable, avec Philippe Pelletier, la grande bataille, c'était la bataille des charges. Il fallait absolument diminuer les charges. Moi, le premier bâtiment que j'ai fait en rénovation, on a diminué les charges. Je suis passé au gaz, avant on était au fioul, avec des super chaufferies, on isolait un peu, et puis on nous a promis une diminution de 20% des charges. Sauf qu'un an après, le gaz a augmenté de 15 points. Et donc là, je peux te dire que l'Assemblée générale suivante, c'était un peu difficile. Là, on est vraiment sur plusieurs choses, mais là, le premier truc, c'est le confort. Et quand on parle de rénovation et d'isolation, on parle d'isolation sur le confort d'hiver, mais aussi le confort d'été, parce qu'on a de plus en plus de canicules, et avec des bâtiments qui sont pas équipés pour. Les bâtiments plein sud avec des vitrages et tout, etc. Il faut y travailler. La deuxième chose, c'est la valorisation du patrimoine. Donc la valorisation par rapport à une nouvelle réglementation, elle est importante. Et dans une rénovation globale, on parle vraiment sur la valorisation. Et la troisième chose, c'est évidemment qu'on va faire un gain de gaz à effet de serre. Au niveau environnemental, s'il y a 10 ans, on n'en parlait pas de trop,
aujourd'hui, ça devient fondamental et sociétalement. Je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Et je dirais qu'en quatrième arrive la diminution des charges. Mais que ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer au jour le jour, mais qu'on ne peut pas gérer sur le long terme, même sur un moyen terme, sur les coûts de l'énergie. On sait que la géopolitique est quand même de plus en plus importante, et si le gaz il arrive d'ailleurs, il n'est pas en France, et le pétrole aussi, et puis l'électricité, on sait qu'elle va être condamnée malheureusement à augmenter assez fortement, et qu'on a aujourd'hui une électricité qui n'est pas chère. Donc l'objectif c'est de moins consommer, mais donc c'est la diminution des charges, c'est dans le moins consommé uniquement, en tout cas c'est pas dans la consommation. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. Et là, on arrive sur les bâtiments RT, les nouveaux bâtiments à réglementation thermique, où il n'y a pratiquement pas besoin de chauffage. Le gros problème maintenant, c'est l'eau chaude. Et donc l'eau chaude, ça dépend des consommations de chacun. Et donc il y a des différentiels qui peuvent être énormes d'un appartement à un autre et je dirais d'un comportement à l'autre. Et donc là, c'est pour ça qu'on est aussi pour les indicateurs d'individualisation, qui ne sont pas forcément sur la RT 2020, mais l'individualisation des charges au niveau de la copropriété devient aussi quelque chose d'important dans la responsabilisation du copropriétaire, enfin de l'occupant. Donc tout ça se mélange, vous voyez, mais le spectre, pour moi, ce qui a changé quand même, c'est de passer d'un concept de diminution des charges uniquement à un concept de confort et de valorisation du patrimoine, en plus. Voilà. Alors les financements, est-ce qu'ils vont suivre? Je ne suis pas persuadé, mais là je vais laisser la parole. Au niveau des financements, on a quand même des prêts qui sont à des taux proches de zéro. Bon, la seule critique que je pourrais faire, c'est vrai qu'on a relancé, enfin le gouvernement a relancé l'éco-prêt à taux zéro et qui est très très peu distribué, puisque c'était le crédit foncier, feu crédit foncier qui n'existe plus. Et donc maintenant c'est le CE Île-de-France qui le distribue. Mais ils en distribuent très peu, puisqu'ils ont fait que 4500 copropriétés. J'étais les voir il n'y a pas longtemps, et puis qui sont en confrontation avec le taux d'usure. Alors on ne va pas faire un discours compliqué, mais en tout cas, la rentabilité pour eux du taux zéro, même avec des remboursements étatiques, ça passe pas. Donc on a un vrai problème là. Si les taux remontent, c'est vrai que les banques arrêteront de faire des prêts dédiés, et donc là, on a un vrai problème qu'on étudie en ce moment avec les ministères. Sinon, nous, on a des taux plus bas que le prêt CEI-EDF. Ils sont à 2,08%, on est à 1,9%. Il y a des produits spécifiques dans chaque région qui sont aidés. Vous avez parlé tout à l'heure des offres à 1 euro. Bon, moi, je suis ça de loin. D'abord, est-ce que ça concerne les copropriétés ou les maisons? Est-ce que c'est les résidences principales ou les résidences secondaires? Alors, normalement, toutes les aides sont pour les résidences principales, pas les résidences secondaires. En copro, c'est un peu différent parce que comme c'est au niveau du syndicat de copropriétaires, un syndicat de copropriétaires n'a pas un statut de résidence principale ou secondaire. C'est un bâtiment et puis chaque lot aura un statut de... Mais quand même, sur les résidences où on a que pratiquement du tourisme, on n'a pas accès aux prêts à taux zéro. Non, je parle certificat, les offres à 1 euro. Donc, ah oui, les offres à 1 euro doivent passer. Ouais. Ça passe. Comme dit M. Fauchard, méfiez-vous-en beaucoup. Nous, on dit faire attention parce que quand on paye zéro, souvent, c'est pas bon signe. Ce qui finance aujourd'hui, souvent gratuitement ou à prix très bas, c'est l'isolation des réseaux de chauffage, c'est les planchers bas, c'est l'équilibrage des réseaux et des fois l'isolation de certaines vannes. Ces 4 travaux, moi je pense qu'il peut y avoir plusieurs choses qui sont très limites. Si par exemple vous faites une rénovation globale avec nous, on ne va pas vous dire que c'est 0 ou 1 euro le calorifugage des réseaux. Par contre, vous verrez qu'à l'échelle de votre copro, peut-être qu'il y en a pour 5 000 euros de calorifugage des réseaux et qu'on vous versera pour 6 000 euros de ces 2 dessus. Donc nous, on les fait à moins en négatif finalement. C'est ce qui s'appelle la transparence. C'est-à-dire qu'on a une facture d'un côté, on a un remboursement de ces 2 œufs de l'autre. Et voilà, moi je peux pas vendre quelque chose à 1 euro. Enfin, forcément, c'est une entreprise, hein, donc ils sont pas philanthropes, donc ils sont là pour faire des bénéfices. Donc il faut une transparence et bien surveiller les compétences. Oui, mais en fait, certains font des factures à 1 ou à 0 euros. Si on fait une facture à 1 ou 0 euros, ça veut dire petit 1 que c'est une arnaque à la TVA, parce qu'il y a une prestation sans TVA. Et petit 2, que vous n'avez aucune garantie parce que les garanties décennales sont proportionnelles à la facture initiale. Donc vous avez une garantie à hauteur de 0 ou 1 euro.
Donc faites attention à ça. Celles qui sont plus honnêtes vont vous mettre 5 000 euros, TVA 5,5 ou 10%, et remise commerciale liée au C2E, moins 5 000 ou 6 000 ou peu importe, mais moins. Donc comme dit M. Fauchard, s'il y a cette transparence-là, très bien. Si on vous dit 0 euros, c'est tout pris en main, vous n'avez rien à savoir sur ce qui se passe derrière, méfiez-vous. Et en plus, donc Raphaël vient de vous préciser exactement à quoi ça correspond. Donc le calorifugage des tuyaux, les planchers bas, etc. Enfin, ça suffit pas pour une isolation. Je veux dire que si on fait que ça dans un immeuble, c'est ridicule. Et ça, c'est l'occasion de le faire quand on fait une rénovation globale. Le déclencheur pour une rénovation énergétique, c'est le ravalement. C'est-à-dire, le bâtiment est un peu vieillissant, il est au standard, aux normes des années 50, 60, 70, 80 maintenant, ça commence. Et on veut lui donner un coup de jeune pour qu'il corresponde aux attentes d'un occupant ou d'un acheteur potentiel de 2020, 2030 ou 40. Donc, on lui fait une mise à jour, on réinvestit dedans. Laine de verre sous le toit. Si, pourquoi pas. Alors, c'est qu'un petit bout. C'est toujours un petit bout. Je pense, enfin, comme tu as dû le dire, l'intérêt, c'est quand même de faire un audit énergétique ou une analyse quand même globale pour faire un plan pluriannuel de travaux. Nous, ce qu'on a essayé de faire, et donc ça a été retoqué au niveau de l'ordonnance par le Conseil d'État, mais ça va revenir, l'important, c'est de faire un plan pluriannuel de travaux de gestion de patrimoine, comme on fait pour sa propre maison ou son propre appartement. Donc, la gestion, enfin je sais pas, pour une voiture on le fait facilement, quoi. On fait une révision et puis on a l'obligation d'un contrôle technique. C'est marrant parce que une voiture, bon, ça vaut cher une voiture, mais par rapport à un appartement ou un logement c'est quand même un sacré investissement. Et donc de faire un audit de temps en temps de son habitat et de son bâti, c'est quand même important. Et donc d'arriver à faire un plan pluriannuel de travaux et même de gestion de travaux sur du long terme, hein, donc sur 5 ans, 10 ans, 5 ans pour une rénovation énergétique, mais pourquoi pas après, parce qu'il y a un entretien à faire sur un bâtiment, quoi. Je veux dire qu'il n'est pas garanti à vie, le bâtiment. Et donc, ce qui est important, c'est d'échelonner ça et de l'étudier. Et donc, quand on embarque les travaux et qu'on fait un ravalement, bah, c'est le moment d'étudier, de faire un audit énergétique, de faire un DTG, de faire ce qu'on veut, mais en tout cas d'étudier le bâti pour pouvoir savoir ce qu'on va faire. On ne va pas lancer une peinture alors qu'on pourrait faire un ITE qui serait valable pour tout le monde. C'est obligatoire, normalement. Mais l'obligation, certains y dérogent facilement en disant ben non, nous, on n'en veut pas. Mais évidemment qu'à l'embarque de travaux, la loi dit on doit étudier et si, justement, il y a un problème technique, ABF, ou un problème vraiment de faisabilité par rapport à un coût exorbitant, là, on n'est pas obligé de faire un ITE. Mais il faut faire attention à ça, quoi. Je veux dire qu'il ne faut pas non plus verser dans on ne peut pas faire à côté de s'engager pour faire. Je veux dire, s'engager pour faire, c'est toujours plus compliqué, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde aussi et pour la valeur de l'immeuble. C'est ce qu'il faut voir aussi, quoi. Normalement, vous êtes obligé. Après, si vous cherchez absolument à déroger, vous trouverez un moyen de le faire. Mais normalement, ravaler, c'est le bon moment pour isoler. L'État parle beaucoup d'incitation. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, il peut y avoir des interdictions, par exemple, de louer des appartements qui seraient... C'est sorti avec la loi énergie et climat le 9 novembre exactement. L'article 22 de la loi précise qu'on nous laisse jusqu'en 2028, je crois, pour dire que voilà, à un moment, on ne pourra plus louer des lettres F et G. Et il y aura des intermédiaires en disant que le bailleur il ne pourra pas augmenter le loyer s'il reste sur les lettres F et G avant. Donc nous, enfin personnellement, on n'est peut-être pas trop d'accord ensemble là-dessus, mais moi je suis pour l'accompagnement des gens et donc accompagner les copropriétés, donc mettre de l'incitation et s'accompagner par des tiers de confiance comme Île-de-France et Énergie, etc., enfin toutes les structures qui peuvent exister, plutôt qu'être dans la coercition systématique et de culpabiliser les gens qui ne font pas. Mais c'est vrai qu'à un moment, les gens, faut qu'ils s'engagent, il faut qu'on s'engage ensemble. C'est pour ça que nous, on a fait, donc on a chacun un plan C2E, un appel à programme qu'on a fait, et si on travaille ensemble aujourd'hui, c'est vraiment pour s'engager pour faire. Je veux dire qu'on arrive à un moment où la France, il faut qu'elle s'engage et c'est quelque chose, c'est une action citoyenne, mais en même temps, c'est une action de valorisation. C'est-à-dire que les réglementations thermiques sont là pour nous pousser aussi, quoi. Et donc, ça devient urgent de faire aussi, quoi.
Je ne veux pas dire qu'on a beaucoup de retard, mais nous, ce qu'on réclame aussi, c'est une pérennité des aides, parce qu'il ne faut pas que ça change tous les ans, hein. Là, on passe à une prime par rapport au CITE. J'espère qu'on va garder la prime, qu'on ne reviendra pas à un CITE bis, etc., quoi. Parce que ce qui est important pour vous et pour nous, c'est qu'on comprenne les aides et qu'elles soient pérennes. Parce qu'on ne va pas les expliquer tous les ans, ça change, etc. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais ce qui est important, c'est vraiment de s'engager pour faire, à partir du moment où on peut le faire, quoi. Je veux dire, des bâtiments des années 60-70, ils sont condamnés à faire une rénovation énergétique, entre autres. C'est clair. Je veux dire que pour le profit des habitants, pour le profit des propriétaires, des locataires, de ceux qui habitent, on ne peut pas laisser ces bâtiments-là, voilà. Surtout avec les différentiels de température qu'on a de plus en plus. Je veux dire, moi, ça, c'est pas moi qui le crée, mais vous avez bien vu que l'été, même l'été, je peux dire que le confort d'été devient maintenant presque aussi important que le confort d'hiver. C'est-à-dire que quand on a des températures qui sont au-dessus de 35-37 degrés, ça devient assez insupportable dans certains logements. Bonjour, vous parliez de confort d'été. Quand on regarde le confort d'été des bâtiments neufs qui sont RT 2012, il n'est pas meilleur qu'un bâtiment de 1960. Alors peut-être un peu avant 1960, parce que c'est vrai qu'il y a l'obligation de beaucoup de vitrage et autres, mais il y a des solutions techniques faciles, même pour les... Alors je peux être d'accord avec vous, certains bâtiments, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de contrôle non plus, hein, sur le RT 2012. Il y en a qui sont purement conventionnels et qui n'ont pas forcément des règles très fortes, notamment en toiture. Ça, je suis assez d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai mon fils qui a fait une maison cet été, il faisait assez chaud en haut, et donc ça, c'est pas très logique. Et quand on a un vitrage plein sud, c'est dommage. Mais je veux dire, tout ça, ça s'élabore aussi par des nouveaux produits et par des études, hein. Je veux dire qu'il y a certaines maisons RT 2012 qui ne sont pas de la vraie RT 2012. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que le respect des réglementations par les compétences des entreprises, il faut qu'elles soient respectées aussi jusqu'au bout. Donc il ne suffit pas de coller le nom RT, d'avoir une consommation conventionnelle et terminée. Donc je peux être que d'accord avec vous si vous voulez. Mais en tout cas, l'objectif qu'on peut avoir, c'est un objectif de confort pour tout le monde. Et donc, bon, en dehors de ça, il y a des solutions, hein, de fermer les volets comme dans le sud ils font, hein, donc de ne pas laisser le plein soleil toute la journée sur des vitres, etc. D'avoir une aération, parce qu'on dit, c'est vrai qu'il ne faut plus du tout aérer. N'empêche qu'il faut peut-être un petit peu aussi aérer, que les circuits fermés ne sont pas forcément bons pour la santé non plus. Moi, j'ai pas de règles, hein. J'écoute les professionnels, les industriels qu'on a sur les nouveaux produits, mais j'y fais attention aussi, quoi. Je veux dire que, voilà, moi je suis un gestionnaire derrière aussi, hein. Donc, par exemple, là, je fais une promotion, on va installer des chauffe-eau thermodynamiques. Très bien, ça consomme beaucoup moins qu'un chauffe-eau classique, sauf que ça vaut 3 fois plus cher. Si, par contre, c'est la même durée de vie qu'un chauffe-eau classique, ça va me poser un problème quand il va falloir les remplacer au bout de 8 ans ou 9 ans, quoi. Et donc là, c'est un surcoût supplémentaire. Mais ça, j'en sais rien, quoi. Je ne le sais pas. Je fais confiance aux industriels aussi, en me disant ça va marcher plus longtemps. Parce que, vous savez, l'obsolescence programmée, on en parle aussi, quoi, sur les produits. Donc, moi, j'ai envie que ça dure plus longtemps. Donc, c'est une affaire de gestion, hein, aussi dans le temps. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est la notion de gestion de patrimoine dans le temps. Voilà, pour tout le monde. Sur la question du confort d'été, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est comment on l'améliore, s'il y a un sujet. Parce que si les gens disent non, on est très bien tout l'été, bon, on s'appuie sur ce que les gens nous disent, les occupants. Mais à chaque fois qu'il y a un sujet sur le confort d'été, et bien dans ce cas-là, on va s'assurer que la rénovation énergétique qu'on fait soit faite pour consommer moins d'énergie en hiver et améliorer le confort en été. Isoler un bâtiment, ça veut dire, surtout en isolation par l'extérieur, ça veut dire qu'on va améliorer le confort d'été, parce que quand il y a des températures importantes à l'extérieur, la chaleur va moins rentrer par les murs. On va aussi, s'il y a un problème important, forcément se poser la question, ça a été dit par Benoît, des occultations, puisque la chaleur, comment est-ce qu'elle rentre? Elle rentre soit par conduction, donc à travers les murs, soit par rayonnement à travers les fenêtres. Et si on arrive à limiter son entrée par de l'isolation des murs et par de l'occultation des fenêtres, alors là, ça devrait plutôt bien se passer en confort d'été. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans l'étude? Est-ce que c'est un petit sujet, un gros sujet? Pas du tout un sujet. Mais pour chaque bâtiment, c'est différent. Et là, ce que vous touchez, en fait, c'est le comportement aussi. Parce que quand on livre un bâtiment en RT 2012, quand on va livrer des bâtiments en RT 2010, il faut quand même un petit mode d'emploi.
parce que c'est un peu différent. On le fait très bien pour les voitures, pour les bâtiments, on le fait très peu. Moi, je sais que j'ai visité un appartement quand j'ai cherché une location sur Paris. C'était dans l'ancien hôpital où il y a Kering, rue de Sèvres. Je ne sais plus le nom de... Mais super, équipement, domotique, tout ça. Et le gars, il m'a dit, oh là, faut un livre pour étudier le truc, parce que là, il y a un panneau, tout est automatique. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça suffit pas, quoi, parce que quand le chauffage est réglé par juste un petit écran et tout, il faut quand même comprendre les choses, quoi. Et donc, c'est vrai que au niveau comportement ou au niveau éducation, on a des choses à comprendre et tout. Et avec la RT 2020, ce sera pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a monsieur au fond qui n'a pas encore posé de questions, puis je reviens. Est-ce que la durée des subventions est limitée? Je vais la reformuler. Est-ce que la durée des subventions est limitée? Alors, ça dépend des subventions, malheureusement. Oui, d'abord, toutes les subventions ont une durée limitée. Il n'y en a aucune. Toutes. On vous remet un document, on vous dit, si vous faites la rénovation dans 40 ans, c'est pareil. Donc, parfois, ce qu'on demande le plus, nous, c'est qu'il y ait une limite raisonnable, mais surtout qu'elle soit obtenue au moment du vote en AG. Parce que le vrai problème qu'on a, c'est quand on vote en Assemblée générale et on sait vraiment si on aura la subvention 2 ou 3 ans après. Ça, c'est pas acceptable. Donc, sur les subventions qu'on a citées, j'ai parlé des certificats d'économie d'énergie. Si c'est fait correctement, en tout cas sur nos projets, on vous remet à la même Assemblée générale que celle de vote des travaux, un contrat dans lequel nous, Île-de-France Énergie, on s'engage à vous verser un montant qui est fixé par contrat. Donc ça, il y a quand même une durée fixée, c'est en général 3 ans. Ensuite, les aides de l'ANA, en général c'est 3 ans. Ensuite, la nouvelle prime de l'État, on ne sait pas. Ça dépend de nos élus. Souvent, il y a des enveloppes, même l'ANA. Donc, il y a des enveloppes qui sont données et quand elles sont finies, elles sont finies. Donc, des fois, elles ne sont pas utilisées. Je pense aussi à quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est Action Logement. Avec le PIV, le plan d'investissement volontaire, qui va donner des subventions Action Logement pour les bailleurs et autres. Et donc, des subventions assez importantes avec des prêts aussi de plus de 25 000 euros. Mais là, c'est pareil, ils ont une enveloppe de 9 milliards d'euros. Alors, on me dit 9 milliards, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que c'est les premiers servis qui servent. Alors, par contre, logiquement, dans notre pays, à partir du moment où il y a des obligations, normalement, il n'y a pas d'aide sur des obligations. C'est une théorie, mais quand il y a obligation de faire, normalement, il n'y a pas d'aide. Là, il n'y a pas d'obligation, c'est une incitation. Donc, on met des aides pour faire. Mais généralement, la théorie réglementaire, c'est qu'il n'y a pas d'aide quand il y a obligation. Donc, il ne faut pas attendre qu'on ait des obligations pour faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux en profiter avant. Il y a des aides et tout, et il y en a de plus en plus. Enfin, pour moi, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des communes, etc., des régions. Donc, il faut en profiter, ça c'est clair. Oui, donc moi je suis syndic bénévole d'une petite copropriété de 6 logements, donc c'est encore pire. C'est bien, c'est généreux. L'audit ou le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique, on l'a pas fait quand on a vu le prix. Bon, on sait on a un ravalement, donc on sait qu'on a une obligation de ravalement, de travaux embarqués. La question, si on fait par exemple des travaux d'isolation, est-ce qu'il y a un risque que dans quelques années on nous dise non, ils ne sont pas suffisants? Non, de toute façon, les travaux d'isolation, vous allez les faire au niveau qui sont imposés par les aides. C'est-à-dire que pour avoir des subventions, il faut faire un niveau d'isolation suffisant, c'est un terme technique, mais un R, une résistance thermique de 3,7. Si vous mettez ça, vous êtes tranquille pour au moins 30 ans. Donc mettez-vous au niveau des subventions. Ouais, c'est au niveau des subventions, donc il n'y a pas de souci. Ça a été étudié par des gens compétents. Et donc c'est fait pour vivre des dizaines d'années. Au niveau des subventions, est-ce que les copropriétaires sont informés au moment où il y a le vote du premier ou du deuxième scénario? Est-ce qu'il y a une obligation effectivement pour l'organisme qui suit la copropriété de prévenir, d'informer au moins les copropriétaires du montant des subventions qu'ils peuvent espérer avoir? Alors, je vais parler en tant que syndic professionnel. On a une obligation, on a un devoir de conseil, et c'est évident qu'on ne fait pas voter des travaux sans l'ingénierie financière. Alors c'est pas ça, c'est des subventions. C'est quoi l'organisme qui vous conseille, qui vous suit? Quand vous dites c'est l'organisme qui nous suit,
c'est Urbanisme. Bah, vous avez un contrat avec eux, donc ils n'ont pas d'obligation. Ils ont une relation contractuelle avec vous. Soit ils font bien leur métier, c'est très bien, soit ils le font pas bien et c'est dommage. J'ai pas compris qui c'était. La question, c'était de savoir, pour justement au niveau des copropriétaires, quand ils votent, je dirais un choix de scénario en disant on fait le ravalement, l'isolation, la toiture, tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, quand on fait ce choix de scénario, est-ce que normalement la société qui nous accompagne aurait dû au moins mettre en avant, alors on a le montant des travaux qu'on doit payer, mais par contre on n'a pas le montant des subventions qu'on peut obtenir. S'ils ne l'ont pas fait, c'est pas très sérieux, mais C'est après pas- il faut voir ce qui est écrit dans le contrat. Mais c'était il y avait une société dédiée, c'est ça? Il y a Urbanisme dessus. Hein? Il y a Urbanisme dessus. Ouais. Nous, jamais on peut imaginer de ne pas présenter ça. Maintenant, je ne connais pas votre cas, je ne connais pas le contrat que vous avez avec eux. Alors attention, hein, parce qu'il y a les subventions, madame. J'ai quand même précisé les choses. La société Urbanisme dit que de toute façon, ils ne pourront nous donner le montant des subventions qu'à partir du moment où on aura déjà fait des devis. Sauf que pour faire les devis, il faut avoir voté le scénario et que, bon, effectivement, l'ensemble des copropriétaires a voté un scénario, mais ne sait pas exactement le montage financier. Oui, on peut élaborer des aides. Alors, ce qui est plus facile, c'est les aides collectives. Hein, par exemple, l'éco-prêt à taux zéro, on sait que tout le monde y a droit. Donc, c'est assez facile dans cette salle de dire bon, bah, tout le monde a le droit à l'éco-prêt à taux zéro, je peux faire voter. Après, comme Raphaël vous expliquait, sur les primes d'ANA qui sont relatives à des revenus personnels, c'est évident que je ne connais pas le revenu de monsieur, le revenu de madame, etc. Et donc là, c'est des cas particuliers qui peuvent se faire qu'en accompagnement personnalisé. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a une certaine logique. Pour les aides qui sont globales, c'est plus simple. Alors, la nouvelle prime, où il y aura des déciles, certains déciles de revenus, ça va être un peu compliqué pour nous, parce qu'on demande pratiquement au syndic, moi, professionnel, d'avoir les revenus de chacun pour dire, bon, bah, je sais que dans cette salle, 50% ont droit à telle prime, et d'autres, donc, n'auront pas droit à toute la prime. Ça, c'est assez compliqué pour voter après. Vous voyez? Mais donc, on va arriver à des situations très individuelles. Et donc, c'est vrai que pour faire une étude personnalisée, là, ça engage un petit peu plus de temps, évidemment. Et puis d'énergie, c'est le cas de le dire, pour personnaliser les aides pour chacun d'entre vous. Je peux vous dire ce qu'on fait, nous, systématiquement, quand on est en fin d'avant-projet avec encore 2 ou 3 scénarios, c'est que pour chacun des scénarios, on va mettre pour les 3 appartements les plus courants, T2, T3, T4, et on va dire, si vous êtes un ménage à revenu modeste, très modeste ou non modeste, voilà ce que ça donne en quote-part sur la base d'une estimation, en subvention, sur la base d'une estimation. Donc on est conscient qu'en avant-projet, rien n'est sûr. Donc les subventions ne sont pas sûres, mais les estimations de l'architecte ne sont pas sûres non plus. Donc rien n'est certain. Donc c'est bizarre, je trouve, de ne pas l'avoir fait, mais par contre, rien ne les y oblige. Ce qui vous lie à eux, c'est un contrat. Donc regardez le contrat, c'est pas la loi, hein, c'est du droit des contrats, ça. Enfin, nous, on a l'habitude, enfin, ce que dit Raphaël, c'est très bien. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de donner tout de suite, sur des travaux, la quote-part que chacun paierait déjà. La quote-part, sans subvention. Donc déjà, ça donne une idée par rapport au tantième que chacun possède. Parce que déjà, entre celui qui a un studio et celui qui a un T3, c'est pas la même chose, quoi, hein, au niveau de l'investissement. Et il se dit, oui, c'est vrai, c'est un ravalement global, mais moi, pourquoi je paierais? Ben non, c'est au tantième, hein, des fois. Donc, il faut préciser les choses. Après, les subventions, c'est vrai que globalement, suivant les scénarios que décrit Raphaël, suivant les déciles de revenus où on est, c'est important de dire, voilà, si vous vous situez dans tel truc, voilà. Mais souvent, on ne le sait pas moi-même. Moi, je ne connais pas mon revenu fiscal de référence par cœur. Donc, c'est vrai qu'on n'arrive pas avec sa feuille d'impôt à l'Assemblée générale pour se dire, voilà, on est là, bon, on sait à peu près, quoi. Mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir une image de l'appel de fonds qu'on va avoir au niveau des travaux, ce que ça va nous coûter réellement. C'est pour ça qu'aussi, je vais revenir, je ne sais pas si tu en as parlé, mais le fonds de travaux est extrêmement important. Le fonds d'épargne, qui a été une obligation, et je ne sais pas si vous l'avez tous voté, parce que tout le monde ne l'a pas voté, c'est extrêmement important, parce que ça responsabilise les copropriétaires, ça donne aussi une confiance au niveau de la banque, et on peut obtenir des choses plus importantes, et ça donne un engagement qui est plus facile. Et donc nous, on avait demandé, c'est pas passé, le plan pluriannuel de travaux dans les nouvelles ordonnances, un plan pluriannuel de travaux avec un fonds de travaux qui soit sur le montant des travaux et non pas sur le budget. Parce que le faire sur le budget, ça fait une petite épargne. Mais je dirais que c'est une petite épargne
comme les enfants, quoi. On met 10 francs enfin 10 euros, je vais pas parler en francs quand même, pour l'avenir, mais sans réelle connexion avec une réalité de travaux. Si on établit un vrai plan pluriannuel de travaux et qu'on travaille une épargne en fonction de ce budget-là, le budget travaux, eh ben là, on a quelque chose de plus réaliste pour décider et quelque chose qui facilite le financement pour chacun. Donc voilà, c'était l'idée. J'espère que cette idée va revenir dans une prochaine loi et j'en suis à peu près sûr parce que le ministre nous a soutenus là-dessus. En attendant ça, nous, ce qu'on a tendance à conseiller sur le fonds de travaux, c'est un peu original, mais comme le dit Benoît, le fonds de travaux est souvent assez faible par rapport à des travaux un peu globaux. On conseille plutôt de l'utiliser pour payer les études de maîtrise d'œuvre, parce que ça représente une somme importante par rapport aux études. Donc là, ça déclenche vraiment. Et en plus, payer les études, les copropriétaires sont souvent un peu hésitants à acheter du papier, on n'est pas bien sûr. Et si le fonds de travaux y aide, ça peut être réellement déclencheur. Alors que c'est vrai que sur les travaux, en général, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, c'est assez symbolique. Merci. Je voudrais quitter le domaine financier. Je voudrais simplement parler d'expérience sur ces immeubles de 1960 qui sont recouverts de pierres très jolies. Et quand on parle de rénovation, d'isolation, pas question de toucher à l'apparence de l'immeuble et toucher à la pierre. Comment fait-on une isolation par l'extérieur sans faire une surcouche? Alors là, il y a des gens qui ont inventé des surcouches transparentes, mais je pense que c'est pas le bon sujet. Mais après, il y a l'isolation en milieu occupé, en intérieur. Hein. C'est possible aussi. Je dirais que l'isolation thermique extérieure, elle est valable quand, évidemment, on a un truc qui n'est pas terrible à l'extérieur et qu'on va donner une nouvelle image à l'immeuble. Si on a de la super pierre extérieure, même si on est des années 60, je ne connais pas beaucoup de bels immeubles. Vous en avez Nous, on démarre une rénovation là d'une copropriété qu'on a conçue entièrement. On n'a pas conçu la copropriété, on a conçu la rénovation. C'est en pierre agrafée, donc c'est de la pierre partout. On va faire une isolation par l'extérieur et on remet de la pierre agrafée par-dessus. Évidemment que ça veut dire qu'on est sur un bardage à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est plus cher que si on avait mis ce qu'on appelle de l'enduit, qui est la forme de revêtement la moins chère. Mais on n'est pas sur un surcoût délirant. Moi, j'ai déjà vu des copropriétés qui refaisaient qui sont en carreau de pâte de verre, par exemple, qui remettaient entièrement du carreau de pâte de verre sans isoler à 600 € du mètre carré. Et bien là, sur l'isolation avec de la pierre agrafée, on est à 220. Donc c'est une isolation de haut niveau. C'est pas mal. C'est pas fou. Donc ça, c'est possible. Non, par l'extérieur. C'est par l'extérieur ce qu'on dit. Donc il n'y a pas de perte de surface. Il y a de l'isolation et on garde la qualité architecturale tout en rénovant complètement. La pierre qui était un peu vieillissante parce qu'elle avait 60 ans, et ben maintenant ça va être une belle pierre toute neuve par-dessus. Donc on donne une nouvelle jeunesse à la copropriété pour, j'espère, 60 ans à nouveau. Moi je crois qu'au niveau technique, de toute façon au niveau des industriels, on a quand même des produits de plus en plus performants et que ces solutions-là, on les aura sur des bâtiments dédiés à BF aussi. Hein. Donc c'est vrai que Paris est un musée, donc c'est pas facile à rénover par l'extérieur. Puis il y a ces belles façades haussmanniennes, bon, on va pas y toucher. Mais moi, je pense qu'il y aura des produits demain qui isoleront, hein, qui seront très bien. On a quand même une recherche fondamentale qui est énorme en France. Et qu'on vend plus facilement d'ailleurs ailleurs, dans les pays nordiques, que chez nous. Donc, bon. Est-ce qu'on arrive au bout ? De toute façon, nos stands sont... Oui, nos stands sont à votre disposition. Et puis mais méfiez-vous de tout ce qui est vendu à 1 € quand même. Bah, écoutez, bonne soirée à tous. Et puis, n'hésitez pas à rénover vos immeubles. Merci, bonne soirée.